Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les approches performantielles et l'Eurocode 1.1.2. Donc, je suis Justine Collet, je travaille pour Stelligence, qui est une nouvelle division d'ArcelorMittal visant à aider les architectes et les ingénieurs à optimiser leur construction acier. Donc aujourd'hui, ce webinaire sera présenté par Marion Charlier, qui travaille au sein d'ArcelorMittal à la R&D et qui est en charge des projets feu. Elle était également membre du comité technique en charge de la révision de cet Eurocode 1.1.2. Quelques précisions concernant le webinaire. Donc ce webinaire sera enregistré, le replay sera disponible et vous sera envoyé d'ici quelques jours. Il sera ensuite disponible sur YouTube. Et vous avez la possibilité durant tout le webinaire de poser vos questions via l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Et il y aura donc une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Voilà, je laisse donc maintenant la parole à Marion. Merci Justine et merci de vous être connecté à notre webinaire sur l'Eurocode 1.1.2. Je vais commencer le webinaire en parlant un petit peu des normes liées à la construction en général. Nous avons des normes liées à la conception, donc les Eurocodes, mais il y a aussi des normes liées aux produits et à l'exécution. L'avantage de ces normes, c'est qu'elles sont valides pour tout type de matériaux, pour tout type de bâtiments, en Europe, mais aussi ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays qui se basent sur les Eurocodes. On a l'Eurocode 1, donc EN 1991, qui traite des actions sur les bâtiments. Donc, les différentes actions qu'on peut avoir, c'est par exemple le poids propre, la neige, le vent, mais aussi le feu. Et le feu, lui, fait partie de la partie 1.2 de l'Eurocode 1. C'est pour ça qu'on dit Eurocode 1.1.2. On a aussi l'Eurocode 0 qui traite de la combinaison de toutes les actions possibles. Puis les Eurocodes de conception en tant que tels, avec l'Eurocode 2, 3, 4, etc., pour les différents types de matériaux qu'on peut avoir dans un bâtiment. Donc on a par exemple l'Eurocode 2 pour le béton, l'Eurocode 3 pour l'acier, etc. Et pour ces Eurocodes-là, la partie 1, 2 est dédiée à chaque fois à la résistance au feu. On a ensuite d'autres normes comme les normes d'exécution, les normes matériaux. Donc, il y a énormément de différents documents. Et aujourd'hui, on va traiter de l'Eurocode 1.1.2, donc action, feu sur les bâtiments. Les Eurocodes, ce sont des documents normatifs qui ne datent pas d'hier parce que le programme Eurocode en tant que tel a été lancé dans les années 70-80 avec une publication d'une première version dans les années 90. Et c'est environ dans les années proches de 2015 qu'il a été décidé de réviser ces Eurocodes. Donc, il y a eu plusieurs phases définies et l'Eurocode 1 fait partie de la première phase et la Project Team a commencé le travail de révision en 2015. On a eu un premier document délivré en 2018 et ce document est ensuite tombé dans les mains d'un autre comité technique qui est toujours en train de travailler dessus. Donc, en fait, c'est important de souligner le fait que les Eurocodes sont toujours en train d'être révisés et ils ne sont pas encore soumis. Donc, c'est un processus qui est en cours. En revenant plus maintenant sur l'Eurocode 1.1.2, donc action sur les structures au feu, pour mettre les choses un peu en contexte, quand on a un incendie, en fait, il faut traiter plusieurs étapes. Donc, on a évidemment le début de l'incendie, puis les actions thermiques, actions mécaniques, et enfin, une fois qu'on a établi ceci, on peut évaluer les réponses thermiques et mécaniques de la structure. Mais l'Eurocode 1.1.2, lui, il ne s'occupe que du début de l'incendie et des actions thermiques. Dans le document, on retrouve différentes procédures de design. On a des approches prescriptives. Les approches prescriptives, en fait, elles utilisent des feux nominaux pour générer les actions thermiques. Alors qu'on a une autre branche dédiée aux actions performantielles et elles utilisent l'ingénierie de la sécurité incendie en se basant vraiment sur les paramètres physiques et chimiques de la situation. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus précis parce qu'on tient compte de la situation étudiée, du cas particulier.
Dans les approches prescriptives, on a 3 courbes qui sont données. La courbe température-temps ISO 834, qu'on appelle souvent la courbe ISO, que pas mal de gens connaissent, mais aussi la courbe de feu extérieur et la courbe d'hydrocarbures. Là, je vais juste rappeler en vitesse ce qu'est la courbe ISO. On voit ici sur le graphe une courbe qui présente l'évolution de la température des gaz en fonction du temps. Et on voit que cette courbe, en fait, ne fait que grandir. Donc, c'est une courbe qui n'est pas forcément réaliste. Il faut savoir qu'elle est appliquée sur l'ensemble du compartiment, quelle que soit sa taille, qu'on considère une chambre d'hôtel ou un immense bâtiment de bureau, la courbe reste la même. Comme je viens de le dire, elle ne présente aucune partie décroissante, alors qu'en réalité, quand on a un incendie, il y a un moment donné où les températures vont rediminuer. Et alors, cette courbe ne considère pas de phase pré-flashover. Donc, comme vous le voyez, dès le départ, la courbe augmente de façon significative. On n'a pas de croissance progressive. Et cette courbe ne dépend ni de la charge au feu, ni des conditions de ventilation. Donc, qu'on soit dans un bâtiment avec très peu de fenêtres ou avec énormément de fenêtres, ou quel que soit le type de charge au feu dans le bâtiment, c'est toujours la même courbe qu'on applique. Maintenant, je vais repasser dans la partie approche performantielle. Et en fait, des méthodes sont proposées pour ces approches performantielles dans les différentes annexes de l'Eurocode 112. Là, je vais passer en vitesse en revue les différentes annexes pour vous rappeler de quoi elles parlent. Donc, on a l'annexe A qui traite des courbes paramétrées température-temps. Donc, via l'annexe A, il est possible de déterminer des fonctions analytiques qui, elles, tiennent compte du temps, du facteur d'ouverture, donc des fenêtres qui se trouvent dans le bâtiment, des propriétés des parois. En fonction de ça, on peut déterminer une courbe température-temps qui dépend donc plus de la physique du bâtiment. Sauf qu'en fait, il y a quelques limites d'application. Donc, typiquement, cette annexe, elle ne s'applique pas pour les bâtiments qui sont plus grands que 500 mètres carrés, hauteur maximale de 4 mètres et pas d'ouverture dans le toit. Pour l'annexe B, celle-ci, elle est focalisée sur les éléments de structure extérieure. Donc, en fait, si on a un feu de compartiment, ce feu-là peut influencer une partie de la structure qui se trouve à l'extérieur via les ouvertures. Et l'annexe B, elle permet de déterminer les paramètres de convection et de radiation pour évaluer cet effet thermique. L'annexe C, elle est dédiée au feu localisé. Donc, un feu localisé, c'est un feu qui implique une partie limitée de la charge calorifique du bâtiment. Et en fait, c'est le cas, on retrouve un feu localisé au début de chaque incendie, sauf évidemment exception, comme par exemple incendie criminel. Mais aussi, c'est un scénario qui est pertinent pour certaines applications, typiquement les bâtiments industriels ou les parkings largement ventilés. L'annexe D détaille des modèles de feu avancés. On retrouve par exemple les modèles de zone et les calculs CFD, donc calcul de dynamique des fluides. Deux exemples de logiciels qui permettent de traiter ces modèles de feu avancés. On a le logiciel Ozone pour les modèles de zone et le logiciel FDS pour les calculs de CFD. L'annexe E, elle, traite de la densité des charges calorifiques. Donc, via cette annexe, on peut déterminer quelle est la charge calorifique et la courbe de puissance d'un compartiment donné. Et elle se base sur une approche probabiliste. On tient compte du type d'occupation, mais aussi des mesures actives et passives de lutte contre le feu. Donc, par exemple, si on a des sprinklers dans le bâtiment considéré, c'est quelque chose qui va être pris en compte via l'annexe E. On a l'annexe F qui permet d'évaluer le temps équivalent d'exposition au feu. Donc, on évalue un temps correspondant à l'exposition au feu normalisé, mais donc en tenant compte, encore une fois, de la physique du bâtiment. Il faut faire attention parce que cette annexe dépend des matériaux. Elle est applicable pour l'acier et le béton. Et finalement, l'annexe G, elle, traite de facteurs de forme. Donc, c'est une annexe qui permet d'évaluer les facteurs de vue entre une surface émettrice et une surface réceptrice. Donc, c'est essentiellement des notions géométriques dans cette annexe. Je reviens sur mon petit schéma de base où on voit la différence approche prescriptive, approche performantielle. Et dans ce webinaire, je vais surtout m'attarder sur
les feux généralisés via l'annexe E et D et les feux localisés via l'annexe C. En commençant par les feux généralisés. Sur ce graphe, on va voir l'évolution de la température des gaz en fonction du temps. Et ici, on retrouve la courbe ISO dont je viens de parler il y a quelques minutes. Et à côté, on voit une courbe feu naturel. C'est le type de courbe qu'on peut obtenir quand on utilise une approche performantielle. Et on voit qu'il y a quelques différences entre ces deux courbes. La courbe feu naturel, elle tient compte d'une période de croissance progressive. Et à un moment donné, on retrouve une diminution des températures, ce qui n'est pas le cas via la courbe ISO. Alors, la courbe de feu naturel, elle tient compte du compartiment. Donc, on tient compte des propriétés des parois, des ouvertures, de la hauteur de plafond. Mais elle tient compte aussi du feu en tant que tel, donc c'est-à-dire la surface que le feu peut occuper dans le compartiment et le débit calorifique qu'on va retrouver dans le compartiment. Alors, pour arriver à déterminer cette courbe de feu naturel, donc les parois, les ouvertures, la surface, en général, ce sont des choses qu'on connaît. Par contre, le débit calorifique, il faut le déterminer. Et pour ça, on peut utiliser l'annexe E de l'Eurocode 112. Il y a plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est tout simplement diviser le bâtiment en compartiments. Compartiment dans le sens incendie. Donc le compartiment est délimité par des parois telles que le feu ne va pas se propager au-delà de ces parois. La deuxième étape, en fait, il faut tout simplement utiliser un tableau qui est donné dans l'Eurocode qui permet de déterminer certains paramètres physiques liés au type d'occupation. Et on retrouve la charge calorifique en mégajoules par mètre carré, T-alpha, qui est un paramètre qui donne le temps nécessaire pour que le feu atteigne 1 MW, et le débit calorifique RHRF. Donc, si je prends par exemple un bâtiment de bureau, on a une charge calorifique de 511 mégajoules par mètre carré. T-alpha égale 300 secondes, ça correspond à un feu qu'on appelle moyen, et un débit calorifique de 250 kW par mètre carré. Donc c'est assez simple, il suffit d'utiliser le tableau pour trouver les paramètres. Il y a une nouveauté en cours, donc, pour la nouvelle version de l'Eurocode 112. Il y aura de nouveaux types d'occupations qui seront repris dans ce tableau, notamment des archives. Et alors, on aura une déclinaison au niveau des bureaux, parce que pour le moment, pour les bureaux, on a seulement une catégorie. Et ce qui est en train d'être mis en place, c'est 2 nouvelles catégories. Les bâtiments de bureaux chargés au sens terme du feu. Donc, entre guillemets, ce sont les bâtiments de bureaux avec beaucoup d'archives, beaucoup de documents, les bâtiments qui contiennent beaucoup de charges au feu. Et au contraire, les bâtiments qui sont peu chargés. Typiquement, si on prend les nouveaux types de bureaux dans les architectures un peu modernes de type open space, on a en général beaucoup moins de choses à brûler que dans les bâtiments de bureaux plus traditionnels. Et donc, ces nouveaux types d'occupation permettront de couvrir plus de situations. L'étape numéro 3, c'est de déterminer plusieurs coefficients. On a le premier coefficient delta Q1 qui traite du risque d'activation du feu, et c'est un coefficient qui dépend tout simplement de la surface de plancher du compartiment. Donc en fait, si on a un compartiment plus petit, on a moins de chances qu'un incendie se déclare que dans un compartiment plus grand. Et c'est pareil pour le delta Q2, c'est aussi un coefficient qui tient compte du risque d'activation du feu. Et là, on tient compte en fait du type d'occupation. Donc par exemple, si on a une piscine, on a moins de chances qu'il y ait un feu qui se développe que dans un laboratoire de chimie. Et finalement, plusieurs coefficients delta NI qui, eux, sont fonction des mesures actives de lutte contre le feu. Donc, on voit qu'on a un tableau qui est donné dans l'Eurocode et qui permet de tenir compte de certains coefficients en fonction de si on a certaines mesures. Donc, par exemple, si on a des sprinklers, des détections automatiques de chaleur, de fumée, on va pouvoir tenir compte de ces coefficients. Dans la version qui est en cours de révision, ceci va être légèrement adapté. On va avoir plus de choix au niveau des valeurs des coefficients et aussi plusieurs clauses explicatives qui vont être rajoutées pour faciliter l'utilisation et la compréhension de ces tableaux. Étape 4, une fois qu'on a déterminé
tous ces coefficients ainsi que les paramètres qui proviennent des tableaux, on peut enfin déterminer la densité de charge au feu QFD et finalement construire cette fameuse courbe RHR. Donc on voit que cette courbe, en fait, elle a toujours l'allure qui est donnée sur le slide ici. On a une phase croissante, phase de développement du feu, qui peut être déterminée grâce au paramètre T-alpha, qui était repris dans un des tableaux montrés il y a quelques secondes. En fonction de la valeur de T-alpha, on va avoir une phase lente, moyenne ou rapide. Ensuite, on arrive à un plateau, l'état stationnaire, et ce plateau, on peut le déterminer en multipliant l'aire du feu par le RHRF, donc le RHRF qui était aussi donné dans le tableau de l'étape précédente. Dans certains cas, le feu peut être contrôlé par la ventilation, et dans ce cas, il faut venir rabaisser ce plateau. Il y a une certaine équation dans l'Eurocode qui permet de calculer cela. Il va y avoir une nouveauté dans le document en cours de révision. Cette équation va être modifiée pour éviter en fait la dépendance du pouvoir calorifique du bois. Et finalement, une phase de décroissance. Donc, on a une décroissance linéaire qui démarre quand on a 70% de la charge au feu qui a été consumée. Donc, finalement, une fois qu'on a trouvé cette charge, cette courbe RHR, on peut, via ceci et via les autres données de base, telles que la géométrie du bâtiment, les ouvertures, etc., déterminer notre courbe de feu naturelle. Pour ça, il y a différentes méthodes qui sont possibles. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode des zones, modèle des zones, qui est décrit dans l'annexe D de l'Eurocode 1.1.2. Et plus particulièrement, je vais vous présenter en vitesse le logiciel Ozone, qui est un logiciel qui permet, via toutes ces données d'entrée, de calculer très facilement la courbe au feu. Donc là, c'est juste deux captures d'écran du logiciel, simplement pas pour rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation. Sur l'image de gauche, c'est l'endroit où on va venir décrire la géométrie du bâtiment, donner sa taille, quelle est la composition des parois, les fenêtres, etc. Et sur l'image de droite, là, c'est là qu'on vient décrire le feu dans le compartiment. Donc, décrire quel est le type d'occupation, est-ce qu'on a des mesures de lutte contre l'incendie, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se remplissent automatiquement en utilisant des menus déroulants. Donc, si par exemple, je choisis dans le menu déroulant type d'occupation bibliothèque, je vais avoir les paramètres qui proviennent du tableau qui se remplissent automatiquement. Et ce qui est bien aussi de noter, c'est qu'en haut à droite, en fait, on peut choisir l'annexe nationale qu'on veut considérer, parce qu'en fonction du pays pour lequel on fait notre analyse, on peut avoir certains coefficients qui sont différents. Le modèle de zone, il va considérer que l'incendie démarre de façon localisée. Le feu va de plus en plus grandir dans le compartiment. On va avoir deux zones au départ, avec une zone chaude au niveau du plafond et une zone plus froide en dessous. Et à partir d'un certain moment, il y a un critère qui va faire que le modèle va switcher vers un modèle une zone. Et dans chaque zone, on considère des caractéristiques uniformes. Ceci, c'est la courbe RHR que je vous ai montrée juste avant. Donc, on peut la calculer à la main très, très facilement, mais voilà, là, le logiciel Ozone la calcule automatiquement. Et via ceci, finalement, c'est la fameuse courbe de température gaz-temps qu'on obtient. Donc, ça, typiquement, c'est un exemple de résultat qu'on peut obtenir avec le logiciel Ozone. Je vais maintenant passer aux feux localisés qui sont traités dans l'annexe C. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, un feu localisé, il va impliquer seulement une partie limitée de la charge calorifique du bâtiment. Et dans certains cas, l'analyse de la structure soumise à un feu généralisé n'est ni suffisante ni réaliste. Et donc, il faut tenir compte des feux localisés. La grosse différence quand on regarde feu généralisé, feu localisé, quand on fait un feu généralisé, in fine, on considère qu'on a une température qui est uniforme partout dans le compartiment,
Alors que pour les feux localisés, si on regarde la température au niveau du plafond, au niveau du sol ou enfin, voilà, dans différents endroits du compartiment, on va avoir une température différente. Au jour d'aujourd'hui, dans l'annexe C, il y a en fait 2 modèles qui sont décrits pour considérer l'impact thermique d'un feu localisé. On a le modèle de Azemi qui s'applique si la flamme touche le plafond. Et ce modèle permet, donc c'est plusieurs équations, donc on peut l'appliquer à la main ou via un fichier Excel assez facilement. Ces équations, elles permettent d'évaluer le flux de chaleur au niveau du plafond. Ensuite, on a le modèle de Esquestat si la flamme ne touche pas le plafond. Et via ce modèle, on obtient l'évolution de la température des gaz le long de l'axe de la flamme. Donc, quand on comprend ces 2 situations, on se rend compte qu'en fait, il y a un manquement dans la version actuelle de l'Eurocode parce qu'il n'y a aucun modèle qui permet d'évaluer l'impact thermique sur un élément qui n'est pas situé au niveau du plafond et qui n'est pas placé dans la flamme. Donc, par exemple, un poteau qui est placé hors de la flamme. Et ça, c'est un manquement qui a motivé un projet européen qui s'appelait Locafi, dans lequel on a été impliqué, ainsi que d'autres universités européennes. Et dans le cadre de ce projet, c'est un projet de plusieurs années, il y a eu de nombreuses expériences, des simulations numériques, plein de choses qui ont été développées pour vraiment analyser en détail les feux localisés. Si jamais les résultats de cette recherche vous intéressent, ils sont tous disponibles sur un site de Boforumstal. Je pense que vous allez recevoir l'adresse de cet email, de ce site par email par la suite. Et ce qui est bien, en fait, c'est que tous ces documents sont disponibles dans différentes langues, donc aussi en français, en anglais et d'autres langues. Et suite à ce projet européen, il y a un modèle analytique qui a été développé pour pouvoir déterminer l'impact thermique d'un feu localisé. Et ce modèle a été implémenté dans la nouvelle version de l'Eurocode 1.1.2 qui est toujours en train d'être révisée, mais ce modèle fait partie du brouillon actuel, si je peux dire. Et ce qu'on va retrouver en fait dans le nouvel Eurocode, c'est grosso modo ce schéma qui va nous dire en fonction de où se trouve notre cible, donc l'élément structurel qu'on va analyser, on va devoir appliquer tel ou tel modèle. Donc on avait les modèles de Azemi et Esquestat qui étaient déjà existants, et puis maintenant on a le fameux modèle Locafi qui rentre. Suite au projet de recherche Locafi, le modèle qui a été lancé, c'est un modèle qu'on appelle Virtual Solid Flame. En fait, on considère que le feu localisé est représenté par une flamme virtuelle en forme de cône. Donc, les différentes étapes qu'il faut faire, évidemment, d'abord, il faut déterminer la géométrie de ce cône, donc le diamètre de sa base et sa hauteur. Évaluer la courbe RHR équivalente. Donc, on peut le faire, par exemple, en utilisant l'annexe E, comme je l'ai montré il y a quelques minutes pour les feux de compartiment. Et, in fine, on va, à partir de ce cône, calculer le flux que ce cône émet vers l'élément structurel. Et pour ça, en fait, on subdivise ce cône en différents cylindres superposés. Et il va falloir calculer les facteurs de vue entre chaque cylindre et chaque anneau vers la cible et sommer ces flux. Donc là, c'est des étapes qui sont essentiellement géométriques. Donc on peut le faire à la main via un fichier Excel parce que c'est une méthode analytique, donc elle permet tout à fait l'implémentation dans un fichier Excel. Mais on peut aussi le faire via d'autres logiciels. Par exemple, le logiciel Ozone dont je vous ai parlé, il contient ce module de feu localisé, donc qui permet de faire le calcul de façon automatique. Un exemple d'application pour les feux localisés, ce sont les parkings largement ventilés. Parce qu'en fait, les voitures dans ce type de parking, ça correspond à une succession de feux localisés. Je vais prendre en exemple un poteau. Ce qu'on considère en général, c'est que ce poteau est entouré de 4 véhicules. Et là, je prends l'exemple d'un guide français pour les parkings largement ventilés. On considère 3 voitures classiques et un van, véhicule utilitaire.
Ce qui a été fait par le passé, c'est qu'on a fait brûler des voitures en dessous de haute calorimétrique pour obtenir la courbe RHR qui correspond à une voiture qui brûle. Donc ça a été fait pour des voitures, mais pas pour le van. Donc la courbe du van, c'est une courbe probabiliste. Et via ceci, on peut appliquer le modèle de flamme solide virtuelle. On peut le faire à la main, mais on peut le faire aussi avec d'autres logiciels. Ici, c'est un exemple de logiciel élément fini qui s'appelle Saphir, qu'on utilise régulièrement pour ce genre d'application. Et on voit qu'en fait, via Saphir, qui est un logiciel un peu plus complexe parce que c'est un logiciel élément fini, ça nous permet d'obtenir une distribution de température au sein d'une section qui n'est pas uniforme. Et on a aussi une distribution de température le long du poteau qui n'est pas uniforme. Donc là, dans cet exemple-ci, on peut voir que des températures plus élevées sont rencontrées au niveau du plafond, donc en tête de poteau. Je voudrais aussi vous parler d'un type de scénario au feu qui ne fait pas partie des Eurocodes, même pas dans la version en révision, mais qui est considéré par certaines personnes. Ça s'appelle les traveling fire. On n'a pas vraiment encore donné de traduction à ce type de scénario au feu, mais en fait, on peut voir ça comme un genre de feu localisé qui va se déplacer dans le compartiment. Et ce type de scénario au feu, on se rend compte que c'est le genre d'incendie qu'on peut retrouver dans de très grands compartiments avec de larges surfaces vitrées. Et comme il n'y avait encore rien dans les Eurocodes par rapport à ceci, ça a motivé un nouveau projet de recherche qui s'appelle Trafir, qui vient de se terminer là en décembre 2020. Donc c'était aussi un projet de plusieurs années via la Commission européenne, dans lequel on a lancé des campagnes expérimentales, des simulations numériques et, in fine, une méthode analytique qu'on a développée. Mais donc, tout ceci ne fait pas partie des Eurocodes. Si jamais vous avez plus de questions par rapport à ceci, vous pouvez évidemment nous contacter. On sera ravis de vous donner des informations. Donc ici, pour conclure, un slide un peu qui résume la situation de l'Eurocode 1.1.2. Donc, soit on peut utiliser des approches prescriptives, donc la courbe ISO, mais aussi courbe de feu extérieur et courbe d'hydrocarbures, soit des approches performantielles. Et là, pour les approches performantielles, il faut différencier différents scénarios de feu. On a le feu généralisé, donc quand on a un feu généralisé, le feu va en fait se répartir partout dans le compartiment et être partout dans le compartiment. Pour obtenir la courbe température-temps de ce type de feu, on a des méthodes qui sont proposées dans les annexes A et alors E et D pour déterminer la charge au feu et la courbe RHR. Et un exemple d'outil numérique, c'est le logiciel Ozone. Il y en a sûrement d'autres, mais le logiciel Ozone, on le connaît très bien. On a aussi les feux localisés traités dans l'annexe C. Méthode analytique, donc tout à fait utilisable via un fichier Excel, ou si on veut utiliser un outil numérique, on a encore une fois le logiciel Ozone, ou par exemple le logiciel FDS qui permet de modéliser des feux localisés. Et alors finalement, pas inclus dans l'Eurocode 1.1.2, les Traveling Fire. Suite à notre projet de recherche Trafir, on a développé une méthode analytique, mais qui n'est pas dans les Eurocodes. Et si on veut utiliser un outil numérique pour ceci, alors il faut utiliser un logiciel de CFD, comme par exemple FDS. Des lectures recommandées, si vous voulez un peu plus d'informations et aussi des exemples liés à l'Eurocode 1.1.2, je vous recommande vivement ces deux livres. Je pense qu'on vous enverra aussi les références dans un email suite à ce webinaire, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et alors, je voudrais aussi vous parler en vitesse du réseau Securistyle, qui est un réseau qu'on a créé ici chez ArcelorMittal, qui est dédié principalement aux bureaux d'études européens. Et via ce réseau, on rassemble des experts de la résistance au feu, des experts, mais aussi des débutants, parce qu'on a des bureaux qui voudraient se lancer dans le fire engineering, qui ne connaissent pas spécialement ce monde-là et qui souhaitent s'améliorer. Et via ce réseau, on propose des formations gratuites, par exemple, formation sur le logiciel aux éléments finis Saphir,
Mais on fait aussi de l'assistance technique et surtout du partage d'expériences. Donc chaque année, on a notre annual meeting pendant lequel tout le monde présente des projets, discute, et c'est vraiment une réunion très intéressante pour partager les recherches, les résultats, mais aussi poser ses questions et discuter avec d'autres personnes qui travaillent dans le domaine. Certains d'entre vous pourront se reconnaître sur la photo. Donc, encore une fois, si vous avez des questions par rapport au réseau, n'hésitez pas à nous connecter. Et voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et on peut passer à la séance de questions-réponses. Ok, merci, merci Marion. Donc, il y a eu quelques questions en effet, malgré la clarté de tes explications. La première question, c'était sur l'utilisation de l'annexe E et si cette utilisation pouvait se faire pour des types d'occupations qui ne sont pas repris dans le tableau de l'Eurocode. Donc, il y a quand même une limitation. Et bon, il y avait des exemples comme des cathédrales, des musées ou enfin, ils ne sont pas spécifiquement repris dans l'Eurocode. Comment procéder? Oui, tout à fait, c'est possible. Le tableau est là pour faciliter l'approche et la procédure. Mais si on a un cas particulier qu'on veut analyser, il faut faire une étude de la charge calorifique du bâtiment qu'on veut considérer et ensuite faire accepter le scénario par les autorités locales. Donc, ce n'est absolument pas obligatoire de se conformer à ce tableau. Le tableau est donné comme indication. Ok. Et comme information complémentaire, on pourrait dire qu'en Suisse et au Luxembourg, il y a des documents nationaux qui donnent des charges et des valeurs à considérer et qui peuvent être prises qui peuvent être recommandées dans d'autres pays où finalement les valeurs ne sont pas disponibles. Oui, tout à fait. Alors, on avait une autre question à propos alors, c'était une modification de l'Eurocode et qui parle. Donc, lorsqu'on est contrôlé par la ventilation, tu as mentionné dans le slide 25 qu'il y avait une modification et on te demandait de développer un peu le point. Bon, je ne sais pas si tu peux le commenter ou si c'est mieux parce que c'est quand même des équations. Je ne sais pas si tu peux donner plus d'infos à propos de ça. Oui, pour le commenter en vitesse, simplement l'équation actuelle, elle est basée, il y a un des paramètres de l'équation, c'est le pouvoir calorifique du bois. Et certaines personnes ont relevé, et ils ont eu raison, le fait que voilà, dans certains bâtiments, la charge au feu n'est pas seulement cellulosique, on a d'autres types de matériaux, beaucoup de plastique, etc. Et simplement modifier ce pouvoir calorifique du bois en prenant le pouvoir calorifique d'un autre matériau, ce n'était pas correct, il fallait remanier toute l'équation. Donc, il y a eu plusieurs développements qui ont été proposés et acceptés. Et au final, l'équation qui a été retenue, c'est une équation qui ne dépend pas du pouvoir calorifique d'un matériau, mais simplement de la consommation d'oxygène. Donc ça, si la personne veut nous contacter, on peut donner sûrement plus d'informations Oui, je par pense rapport aux qu'on fera un équations. suivi pour donner ces informations-là. Est-ce que l'impact est important sur Non, les en tout couvre-feux qui cas, peuvent être obtenus ou est-ce que c'est finalement relativement léger? c'est très léger en termes d'impact. C'est plutôt en termes de justesse scientifique, c'est une amélioration plus de précision. Ça n'a pas d'impact significatif sur les résultats. Question suivante sur l'OCAFI et les poteaux situés à côté d'un feu localisé. La question est-ce que ceci est déjà implémenté dans Ozone et est-ce que cette version est téléchargeable? Oui, donc les feux localisés sont implémentés dans Ozone. C'est aussi une interface assez simple d'utilisation. On définit où se trouve le feu localisé par rapport à l'élément de structure considéré. On doit renseigner la courbe RHR du feu et puis on peut obtenir les flux et in fine la température de l'élément de structure. Donc tout est détaillé et le logiciel est téléchargeable sur notre site. Donc ça, peut-être qu'on peut envoyer par la suite aussi Oui, le tout à lien fait. de téléchargement. Et toujours sur le même sujet d'ozone, est-ce qu'on peut calculer quel que soit finalement le module, d'avoir les températures des éléments de structure? Tu as peut-être déjà à peu près Oui, répondu à la alors question. oui, c'est intégré pour les éléments en acier. Donc là, on a un module qui permet de le faire automatiquement. Par contre, après, si on considère un élément qui n'est pas en acier,
ça ne fait pas partie du logiciel Ozone. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la courbe de température des gaz en fonction du temps et utiliser ceci comme input pour faire le calcul soit à la main, indépendamment du logiciel Ozone, ou utiliser cette courbe dans un autre logiciel, comme par exemple le logiciel Saphir. Alors, une autre question sur le... On revient à l'annexe E et la question posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce concept-là à n'importe quel type de structure? Bon, je lis entre les lignes, est-ce qu'on peut l'appliquer aussi à une structure en bois qui apporterait de la charge au feu? Je pense que c'est ça la question sous-jacente. Oui, alors il faut préciser qu'en fait, donc dans l'annexe E, il y a ce fameux tableau qui, en fonction des types d'occupation, donne une charge au feu à considérer. Et en fait, ce tableau, il représente la charge au feu du contenu du bâtiment et pas de la structure en elle-même. Donc en fait, le tableau tel quel est valide pour une structure qui est non combustible, donc acier ou béton. Par contre, si on a une structure, si on a des éléments de structure combustibles, comme ça peut être le cas pour des éléments bois visibles, non encapsulés, alors c'est clair qu'il faut apporter un changement, il faut tenir compte de cette charge au feu supplémentaire qui n'apparaît pas dans le tableau. Ok, merci. Alors, j'insiste auprès des gens, n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive au bout de la liste de questions. Aspect pratique, quelle est la date prévue pour l'apparition des Eurocodes et est-ce que la présentation que tu as faite sera diffusée aux personnes qui ont participé? Je pense que la vidéo sera disponible. Donc, on vous enverra toutes les informations. Donc, ce ne sera pas le fichier PowerPoint en tant que tel, ce sera l'enregistrement de cette session. Et alors, pour la date de publication des Eurocodes, la date exacte n'est pas connue. Mais si on revient à l'espèce de petite ligne du temps que j'ai donnée au début de la présentation, on voit que dans les années 2020, 22, 23, voilà, on se rapproche de la fin du processus. Donc, je dirais que c'est une question d'années. Je ne pense pas que ça sera 10 ans, mais ce ne sera probablement pas en 2021 non plus. Non. Je pense que la première projection, c'était 2024. Et progressivement, ça prend toujours un peu de retard. Donc, ce sera vraisemblablement 2025 et peut-être même 2026. Voilà. Et alors, la dernière question que je vois, qui est un petit peu plus détaillée. Donc, on revient sur cette annexe E. On a une limitation de la charge au feu par la ventilation qui est possible en fonction de la... Et donc, ça donne finalement deux scénarios. Est-ce qu'on est drivé par la charge au feu ou par la ventilation? Et la question est, est-ce que l'Eurocode prévient qu'on change de méthode au cours de l'incendie? Donc, en fonction du développement du feu, on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que l'Eurocode est clair à ce niveau-là? Est-ce que l'Eurocode est clair à ce niveau-là? Je dirais, l'Eurocode, ce n'est pas un guide d'utilisation. Ça ne va pas donner vraiment les étapes de calcul. Ça donne les règles et les principes à suivre. Donc, l'Eurocode donne cette limitation. Il donne l'équation qui est à considérer pour plafonner la phase, le plateau de la courbe RHR. Maintenant, il n'y a aucune équation qui permet de calculer automatiquement le switch d'une situation à l'autre. Ça, c'est à l'ingénieur de mettre ça en place pour tenir compte de cet effet. L'Eurocode, il ne fait que donner les équations qui permettent de tenir compte de ces effets. Mais concrètement, est-ce que l'outil Ozone, par exemple, qui est probablement un outil adapté à cela, permet de tenir compte de ça? Oui, tout à fait. Donc, l'outil Ozone, il est basé sur l'annexe D, les modèles de zone, et ce sont des modèles qu'on appelle de feu avancé parce qu'ils se basent sur des équations de conservation de masse et d'énergie. Et donc, on a aussi, dans tous les calculs qui sont faits par le logiciel, l'évaluation de la quantité d'oxygène dans le bâtiment qui diminue petit à petit au fur et à mesure que l'incendie se développe. Et donc, si à un moment donné,
on n'a plus d'oxygène dans le bâtiment, on est limité, on va avoir clairement cette limitation de la courbe Ragère qui va être prise en compte, et on peut le voir dans les différents résultats. On peut même afficher comme graphe l'évolution de la quantité d'oxygène dans le compartiment. Donc, Ozone, voilà, le fait automatiquement. Maintenant, si quelqu'un veut le faire à la main, voilà, il va devoir développer un petit outil en appliquant ces équations-là, mais il n'y a pas de pré-modèle défini où il suffit d'implémenter toutes les étapes sans réfléchir de l'Eurocode. Mhm. Alors, j'ai deux questions de la même personne. Je vais lire tout et puis je te laisserai répondre. Donc, la première question, c'est pour un bâtiment type résidentiel avec un poteau de structure qui est R120, est-ce que l'approche performantielle permet de justifier correctement le degré de résistance R120 en sachant qu'il existe pour cette étude une phase préliminaire de chauffage lent qui n'existe pas dans le feu ISO? Donc, Oui, donc si je comprends bien, la question, c'est un peu est-ce qu'on obtient le même niveau de sécurité en utilisant le feu ISO ou en utilisant les approches performantielles? bah, J'imagine. oui, voilà. Est-ce que finalement, le fait de considérer… Et alors, je vais lire la deuxième question qui est peut-être un peu liée. Suivant votre expérience entre le feu localisé et le feu uniforme par zone, quel est le cas le plus défavorable? En pratique, faut-il systématiquement considérer les deux situations pour répondre aux exigences normatives? Cela doit-il être défini plutôt par le marché maîtrise d'œuvre ou est à apprécier par le bureau d'études? Donc, en effet, je lis aussi la… Enfin, finalement, il y a deux approches, Oui. ISO, feu naturel, feu localisé. Est-ce que les deux cas doivent être envisagés? Si imaginons, l'approche performantielle était plus favorable ou plus défavorable, est-ce qu'il faut prendre finalement le pire des deux, ou enfin, comment considérer les deux Ok. approches en parallèle? Je vais d'abord répondre à la première question qui était un peu feu ISO versus approche performantielle. Je voudrais juste souligner le fait que le niveau de sécurité est équivalent et qu'on a même en fait peut-être plus de sécurité quand on fait une approche performantielle, dans le sens où on tient compte de la vraie physique du bâtiment et qu'on doit vérifier la résistance de l'élément structurel pour toute la durée de l'incendie, alors que quand on fait un feu ISO, on a cette notion de durée déterminée, on parle de R30, R60, R120. Et aussi, peut-être mentionner le fait qu'en général, quand on fait une approche performantielle, on considère toute la structure. On a une approche un peu plus holistique, alors que quand on applique le feu ISO, en général, c'est plutôt élément par élément. Donc clairement, je ne pense pas que les approches performantielles soient moins adéquates par rapport au feu ISO. Et puis après, la deuxième question qui était plus par rapport au feu localisé versus modèle de zone. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus défavorable que l'autre? Il n'y a pas de réponse, ça dépend du projet, ça dépend du cas. Et c'est pour ça qu'en général, il faut considérer plusieurs scénarios en fonction du type d'éléments structurels qu'on considère aussi. Et d'ailleurs, dans l'Eurocode et dans le logiciel Ozone, en fait, l'Eurocode dit qu'on peut considérer les deux et qu'en fait, on peut prendre comme impact thermique le maximum entre les deux. Et ceci, c'est possible dans le logiciel Ozone. On a petite case à cocher qui nous permet de faire ceci. On peut évaluer et l'effet thermique qui résulte d'un modèle de zone et l'effet thermique qui résulte d'un feu localisé et combiner les deux en fait. Donc, je ne dirais pas il faut utiliser l'un ou l'autre, il faut regarder un peu les deux, il faut avoir ce jugement de se dire ok, comment est-ce que j'analyse ma situation, qu'est-ce que je considère comme scénario plus probable, j'ai regardé les deux, j'ai regardé l'effet des deux et le résultat, quel est le pire, ben, ça va dépendre du projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est le maximum, il faut considérer le maximum ou le plus pénalisant au niveau des scénarios de l'approche préférentielle, mais pas le maximum entre le feu ISO et les approches. Non, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas mélanger les deux, oui, c'est Voilà. sûr. Alors, une question à propos des ouvrages où on aurait des passages de train. Donc, on pourrait imaginer des incendies dans le train. Je pense que d'ailleurs, dans Security, il y a eu quelques projets présentés comme celui-là. Quel est le retour d'expérience et quelle est Alors moi, l'applicabilité personnellement, je n'ai jamais fait de là? ce type d'analyse.
Ok. C'est clair que voilà, les trains ne font pas partie du tableau de l'Eurocode 112, mais je pense que dans la littérature scientifique, on doit trouver des analyses qui ont été faites, numériques certainement, comme ça a été le cas pour les voitures. Et une fois qu'on arrive à définir la courbe RHR, donc la puissance générée par ce train en feu, en fait, c'est ça l'étape qui est plus complexe parce qu'une fois qu'on a ceci, tout le reste de la procédure est similaire. Donc, calculer le flux de ce train en feu vers l'élément de structure, c'est pareil que si c'est une voiture, que si c'est une corbeille en feu, que si c'est n'importe quoi. Vraiment, l'étape délicate, c'est d'évaluer quelle est la puissance générée par un train qui brûle. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je me rappelle avoir lu certaines analyses où en fait on montre que la chaleur est relativement encapsulée dans le train, parce que ce qui brûle dans le train, c'est les sièges, etc. Et en fait, les températures montent très fortement au sein du train, mais beaucoup moins à l'extérieur du train. Mais ça reste à Des vérifier. analyses relativement complexes. En effet, donc il y a eu des applications en Belgique et en Pologne qui ont été présentées dans les annual meetings de Security Steel, et ça demande des analyses CFD assez avancées. Mais la conclusion est celle-là, c'est que la charge au feu en tant que telle est relativement importante. Donc, on a parfois des structures qui sont relativement proches et on pourrait avoir un impact important. Mais en réalité, si on modélise vraiment le wagon lui-même et la géométrie précise, ben, on se rend compte que finalement, assez étonnamment, les températures sont relativement basses. Maintenant, ce n'est pas une généralité. Ça a été analysé sur quelques cas et il faut rester prudent. Et alors, la dernière question que je vois dans la liste à propos de est-ce qu'on pourrait imaginer le bois comme un élément de protection des structures métalliques? Donc, une poutre acier encapsulée dans le bois, est-ce que ça pourrait être une solution? Ça pourrait. Alors, j'avoue que c'est une question super intéressante. Je n'ai personnellement pas investigué ce type de solution, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on voit qu'en fait, le bois se consume, donc le bois brûle en se consumant. Et donc, si on donne une épaisseur suffisante à cette protection, pourquoi pas? Maintenant, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre avec un franc oui ou un franc non, parce que je n'ai pas fait ces analyses-là, mais c'est une proposition L'analyse intéressante. sous-jacente, c'est une analyse de prix, de voir est-ce que c'est réellement une solution Oui, économique. aussi, tout à fait. Est-ce En que principe, l'acier et le bois sont finalement ont je dirais le bois est vraiment dédié à la courbe ISO. C'est rare qu'on fasse des analyses. Si le sujet aujourd'hui c'est pour le l'Eurocode moment, oui. 1.2, c'est pas vrai, le bois n'est pas vraiment associé à l'Eurocode 1.2 et aux approches performantielles. En général, c'est plutôt une épaisseur mais c'est une manière d'atteindre le requirement en feu ISO. L'acier, ben, c'est plutôt soit la combinaison avec le béton, soit de la protection, soit une approche performantielle. Donc, je dirais que c'est deux approches différentes, mais on pourrait très bien imaginer le bois comme remplaçant la protection et à combiner. Ouais. C'est un système constructif qui fonctionne, je pense. Ok, bah, j'arrive au terme. Je pense qu'on t'a déjà bien questionné, donc merci, et je propose de refermer la session en répétant que la vidéo sera disponible et qu'on est évidemment tous disponibles à répondre aux questions des participants s'il y en a encore dans le futur. Voilà. Merci François. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci.